Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast complètement déjanté spécial du carnaval. Écoutez, nous sommes quatre à vous faire un podcast dont le sujet va être le voyage. Mais avant de vous parler de voyage, j'aimerais que chacune d'entre elles se présente et présente son podcast et à qui ça s'adresse. Donc, si vous me le permettez, je vais commencer. Lucie Bouchard, mon podcast s'appelle Fais voyager ton entreprise et ce podcast s'adresse aux entrepreneurs qui aiment voyager. Sachez que vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise pour pouvoir y mettre un like et ou vos commentaires afin que je puisse discuter avec vous. Sur ce, je vais passer la parole à Estelle qui va vous expliquer qui elle est et quel est son podcast. Bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Estelle. Donc moi je suis auteure et j'aime dire que je suis femme de l'ombre puisque donc mon domaine c'est l'écriture. Donc soit pour l'écriture digitale où je produis des contenus pour vos sites web ou donc une écriture plus près de plume. Et là je vous accompagne pour notamment tout ce qui est l'édition, pour l'écriture d'un livre, donc qui part du script doctoring puisque j'ai une formation de scénariste jusqu'à écrire en votre nom. Et pour poursuivre cette aventure de l'écriture, donc j'ai ouvert le podcast Billets d'humeur, billets d'humour, où effectivement, je mêle un talent d'écriture avec un goût du voyage et je vous fais des escales audio, toujours avec l'écriture en coulisses. Et puis, c'est un petit peu des pod stories, donc il y a quand même beaucoup d'humour, hein, d'où le titre. Et puis, l'idée, c'est de faire réfléchir, de faire sourire et faire rire. Voilà, donc c'est un moment de détente autour de l'écriture. Excellent. Merci Estelle. Je vais vous passer la parole maintenant à Anne. Alors, je m'appelle Anne, je suis, 3 fois aidante, de mes proches qui ont 90, 91 et 96 ans et demi et je suis toujours d'une humeur espiègle donc j'anime maintenant depuis 9 mois avec, beaucoup de bonheur, le Sweet Papy Podcast où j'invite, des aidants familiaux, des professionnels, des soignants, des entrepreneurs de la ce qu'on appelle de la silver economy, pour nous guider dans la prise en charge dans le quotidien de nos aînés au moment où ils ont une perte d'autonomie. Et donc je suis à la fois sur Instagram sous Sweet Papy Podcast et je suis en même temps sur Facebook. J'essaye d'être sur d'autres réseaux au fur et à mesure pour pouvoir créer une belle communauté, et parce qu'il y a vraiment beaucoup de positifs dans mon podcast et c'est à destination des générations d'hommes et femmes qui cherchent à accompagner leurs parents vers le bien vieillir. Et donc je passe la main à Angélique. Merci, merci. Bonjour, donc mon nom c'est Angélique Hennuy. Je suis coach canin, ça veut dire éducatrice comportementaliste pour les chiens. Ça fait 20 ans maintenant plus ou moins que je suis dans les chiens et ça fait 6 ans que c'est mon métier à temps plein. J'accompagne les chiens, des problèmes comportementaux, etc., mais aussi leurs humains, parce que je crois vraiment que le chien, c'est un animal miroir de l'humain et que les chiens n'arrivent pas par hasard dans nos vies, qui viennent faire travailler des choses en nous. Donc, je me suis également spécialisée en equi-coaching pour pouvoir accompagner les humains des chiens. Et voilà, j'ai créé il y a, je pense, plus ou moins un an, un centre qui s'appelle aujourd'hui MySuite, qui est un centre d'accompagnement pour humains et animaux. Et depuis aujourd'hui, en fait, pour moi, j'ai lancé mon podcast, La voix qui a du chien. Et mon but avec ce podcast, c'est de partager mon expérience, de faire réfléchir les gens, d'un peu jeter dans les fourmilières des idées reçues, des vieux mythes, etc., pour rendre tout ça un peu plus moderne. Et je m'adresse surtout aux personnes qui ont envie d'accompagner leurs chiens, envie de leur apprendre à apprendre, envie de les accompagner sur un chemin différent, en étant prêts à se remettre en question et à comprendre qu'il y a plein de façons différentes de faire les choses. Excellent. Hey, merci les filles. Premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation de faire ce podcast Carnaval. Ça sera une table ronde. Donc, moi, j'ai lancé un thème qui était le thème du voyage. Et chacune d'entre vous, vous allez nous raconter une histoire de voyage en lien avec vos podcasts. Donc, c'est ça le plaisir qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est comment vous avez marié votre histoire de voyage et votre podcast. Donc, nous allons commencer par Anne. Fait que on te suit dans ton histoire. Alors vous allez devoir m'écouter pour ce coup-ci. C'est correct. C'est On t'écoute, correct. ma belle.
Alors, comme on avait dit qu'on participait à un carnaval et qu'on démarrait donc, des épisodes en liaison avec le carnaval, et qui dit carnaval dit Rio. Pour moi, c'est relié à ça, et Rio, pour moi, c'est découvrir le Corcovado, Copacabana, les favelas, la plage, la nourriture, les petits poulets, les pollitos, tout ça. Et ben, moi, j'ai connu tout ça quand j'étais toute petite puisque mon sweet papy, était pilote de ligne, et donc on est partis ensemble à Rio et on a fait un voyage, père-fille, intergénérationnel. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir voyager souvent avec lui, et c'est pour ça que je lui ai rendu hommage aussi dans mon podcast, et que ça s'appelle Sweet Papy parce que c'était un papa extraordinaire et qu'il m'a emmenée un petit peu partout. Donc imaginez que j'ai pu partir voir, Disneyland, petite, voir Sequoia Park à Los Angeles, visiter, New York, Dakar, Bangkok, Montréal. J'y suis allée plusieurs fois avec lui, l'île Maurice, la Martinique, Mexico, enfin vraiment des tas d'endroits complètement, différents pour lesquels, j'étais, hyper heureuse de me balader avec le capitaine, enfin le commandant de bord, hein. C'était très classe parce qu'il était en uniforme, donc ça faisait, vraiment, j'étais heureuse comme tout. Et puis, bah, chaque fois que je partais partout, j'avais l'impression qu'il parlait toutes les langues de tous les pays parce qu'il arrivait à discuter avec tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté très important pour moi. Et donc il m'a emmenée souvent loin, toujours bienveillant et attentif à ce qu'on aille dans des endroits, un peu particuliers, un peu exceptionnels, et bah, je pourrais jamais autant le remercier, je pourrais enfin, je voudrais pouvoir le remercier encore même aujourd'hui pour cette ouverture sur le monde. Alors à l'époque où on partait en avion, quand j'étais petite avec lui, on mangeait du caviar, on buvait du champagne à volonté. Aujourd'hui, bon, tout ça c'est terminé, mais moi au moins j'ai connu ça. Moi j'ai connu l'inverse, c'est-à-dire de décoller, sur la cuvette des toilettes, hein, parce qu'il y avait plus assez de place dans l'avion, donc ça aussi c'était assez assez rigolo. Et puis, il faut savoir que j'étais pas particulièrement, j'avais le mal de l'air, donc je lui faisais un petit peu honte parce que quasiment à chaque fois qu'on prenait l'avion, ben j'étais malade. Donc voilà. Et puis à part ça, le thème de voyager, même avec le Sweet Papy, c'est bien entendu, un voyage père-fille souvent, un voyage en famille. C'est ça qui était extraordinaire, et pour moi, voyager, c'est aussi offrir du plaisir à être tous ensemble, dans un autre univers, dans un autre pays. C'est permettre aussi des interactions sociales importantes, avec d'autres peuples, d'autres gens, d'autres univers, et puis c'est une manière de rentrer en relation avec les gens. Et donc, aujourd'hui, la perte d'autonomie que j'aborde à travers le podcast, ce sont en général souvent liées à des maladies neurodégénératives, et dans le podcast, on cherche le plus possible de solutions, de conseils pratiques pour justement, préserver cette communication qui est si importante et qu'on a pu connaître dans le voyage. Là, c'est la même chose parce que c'est un nouveau voyage que on doit faire avec eux. C'est un voyage différent, dans un univers totalement différent. Il faut s'adapter à eux comme si c'était des étrangers, quand ils ont malheureusement Alzheimer ou d'autres maladies de ce type. Voilà, donc c'était vraiment pour expliquer que c'était important, le voyage, hein, de garder des souvenirs de voyage. Et si un jour vous vous apprêtez à faire un voyage, entre un père et une fille, ou entre une mère, puisque vous êtes toutes des femmes, entre mère et fils par exemple, hem, surtout n'oubliez pas de prendre des photos, n'oubliez pas d'enregistrer ce que vous vous dites, aussi, de vos moments de joie, les moments où vous êtes ensemble, justement pour garder toute cette communication, et puis, ça peut être repartagé beaucoup plus tard. Et je voudrais terminer, juste cette partie-là pour vous dire que je viens d'aller voir Sweet Papy cette semaine et que je lui ai montré le film, en Super 8 que j'ai fait ressortir, le film de notre voyage à Disneyland, quand j'avais donc 8 ans. Wow. Et donc il a regardé, il me fait: «Ouh, j'étais bien beau à l'époque», et tout ça. Voilà, et il était donc, très heureux et très conscient, d'avoir fait ce voyage-là. Donc surtout n'hésitez surtout pas à bien enregistrer vos voyages, à enregistrer leur voix. Ils écoutent, et ce qui est vraiment très étonnant, c'est que même en vieillissant, ils ont toujours la même voix, la même intonation de voix, et ça, c'est extraordinaire. Wow. Merci.
Ben merci Anne et moi j'aurais une question pour toi. Ouais. Quand tu en parles justement des voyages que tu as fait avec ton sweet papy, comme là tu lui as monté la vidéo et tout ça, ça doit ramener énormément de souvenirs et de beaux moments que vous pouvez partager aujourd'hui? Voilà, ouais, c'est tout à fait ça. C'est incroyable et on voyait bien tout le bonheur qu'il Mmh. avait, de revoir ça. J'étais un peu inquiète, j'espérais qu'il aurait enfin je pensais j'espérais qu'il n'aurait pas de problème de nostalgie par rapport à ça. Mmh. Ouais, Mais pas du tout. Il m'a dit: «Oh regarde comme tu étais jolie quand tu étais petite», l'air de dire que tu as vieilli. Mais bon voilà, c'est extraordinaire. Ce sont des moments, je pense que le voyage, ça fait partie des moments les plus extraordinaires qu'on peut avoir dans une vie et jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. excellent et est-ce que tu as vécu ces voyages-là avec, tes 3 papis-mamies? J'ai vécu avec, ma mamie aussi. On est parties toutes les 2 souvent. On est parties en Inde, ensemble. Bon, j'ai pas raffolé de l'Inde parce que c'est très particulier, il faut Mmh. aimer. On m'a toujours dit: «Soit on adore l'Inde, soit on déteste». Mmh. Ben, moi, j'ai pas particulièrement aimé mais j'étais avec elle, j'ai pu le faire avec elle. Mais voilà, ça, c'était extraordinaire et je sais que d'autres n'ont jamais pu voyager avec leurs parents et n'ont jamais pu échanger là-dessus et je trouve ça dommage. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez? Et je voulais intervenir là-dessus, Anne, justement pour te remercier parce que de t'entendre, je me rends compte que je n'ai pas eu cette chance avec mes grands-parents qui sont plus là et je l'ai pas fait avec ma maman non plus. Mais elle est très jeune et il est pas trop tard et ça me donne vraiment très, très envie de le faire pour, le moment où elle sera, elle, vieillissante et puis je pense aussi avec ma fille. De le faire dans le sens inverse en tant que moi maman et pour quand elle vieillira de garder tout ça. Je suis pas très à l'aise en général avec les caméras, les vidéos et tout, mais je prends conscience de cette importance, donc merci beaucoup pour ton partage. Mais je t'en prie, c'est important et tu vas voir, c'est un vrai bonheur à Mmh. partager, en longueur sur le temps Mmh. même après. Moi, je voulais remettre aussi, quelque chose par rapport à ce qu'a dit Yann. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu le phénomène inverse parce que ma grand-mère, elle a recommencé à travailler, mais à l'âge de 50 ans, puisque mon grand-père est décédé et voilà, comme elle a toujours été mère au foyer, il a fallu qu'elle retravaille pour gagner sa vie et donc elle a eu accès à ce qu'on appelle en France le comité d'entreprise, donc elle a commencé à voyager à 50 ans. Et Mmh. en fait, quand je regardais ses albums photos, mais je voyais une toute autre personne. En fait, j'ai découvert une autre personne, c'est-à-dire que ma grand-mère, c'était vraiment la femme, voilà, qui est née en 1913, donc la femme qui restait à sa place, pas un mot de travers, pas et là, je la voyais genre en petite culotte avec ses copines en train de rigoler comme des bananes et j'ai dit: «Mais c'est pas Mémé ça» et si et en fait, c'est l'avantage aussi de documenter. Bon, à cette époque-là, il y avait que les photos qu'on collait dans les albums, mais moi, ce que j'en ai tiré, en fait, mais sans m'en rendre compte, c'est que finalement, par le travail, elle a eu une autonomie financière qui l'a fait voyager et c'est par le voyage, voilà, qu'elle a eu une vie de femme parce que mon grand-père, c'était pas non plus le plus drôle de la terre. Donc, en fait, à partir du moment où elle a voyagé, elle s'est fait son petit groupe de copines et là, c'est parti en live, c'est parti en cacahuète et elle s'est mais éclatée, quoi, et franchement, je l'ai encore cette photo où ses copines l'ont pris de dos, en petite culotte, quoi, alors que la grand-mère, voilà, c'était pas son style. Mais en fait, on la voyait bien, elle se marrait comme une banane parce que bon, bah, voilà, pris en flagrant délit, voilà, bah, c'est elle et voilà donc c'est vraiment toute une association en disant: «Bah, voilà, à ce moment-là, elle était heureuse, elle était avec ses copines, elle était en voyage» et c'est vrai qu'elle a fait des super voyages de la Russie, elle est allée en Italie, enfin, elle a fait quasiment toute l'Europe, chose qu'elle n'aurait pu, à mon avis, jamais imaginer jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc c'est vrai que c'est important de documenter parce que ça crée un lien enfin, intragénérationnel ou transgénérationnel, je ne sais pas quelle est la bonne formule, mais faut vraiment se dire que ça marche dans tous les sens. Autant Anne, elle a fait plaisir à son papy avec des images d'avant. Moi, voilà, c'est ce souvenir, c'est indélébile. Ça marche sur 3 ou 4 générations, donc c'est vrai que c'est important de documenter. Wow! Et merci beaucoup, Anne. Effectivement, merci pour ton partage et cette prise de conscience de tenir des vidéos, des photos, des paroles, la voix. Tu sais, aujourd'hui, avec nos téléphones intelligents, là, c'est facile maintenant. Donc, il faut le faire, même si c'est pas dans nos mœurs ou dans nos habitudes de se prendre en photo et en vidéo. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais faites-le, s'il vous plaît, ne serait-ce que pour garder Tout à fait, ces c'est beaux très, moments. très, très important.
Tout à fait. Ben merci. Cool, c'est super. Maintenant, Estelle, à ton tour de nous raconter. Alors, j'ai pas une anecdote en particulier puisque moi, j'ai eu la chance de faire mon premier grand voyage à 17 ans. Je suis partie en Chine, j'avais jamais pris l'avion et bingo, je pars pour 19 heures d'avion. Donc des anecdotes, j'en ai beaucoup parce que voilà, on va dire, j'ai chopé le virus chinois. Je sais pas si ça se dit beaucoup en ce moment, mais voilà, c'est ça. Malheureusement, j'ai cherché des formules toute l'après-midi, j'en ai pas trouvé d'autres. J'ai vraiment chopé le virus du voyage en allant en Chine. J'ai rien ramené, je vous rassure. Et en fait, je crois que ça m'a vraiment métamorphosée à vie. Et pour moi, le voyage, c'est vraiment enclencher et enrichir un processus créatif. Quand je vous dis, voilà, moi, ça y est, j'ai réussi à faire de l'écriture mon métier, puisque j'ai fait 25 ans de bons et loyaux services dans l'entreprise. Et c'est le voyage qui m'a rattrapée en me disant, bon, je vais avoir 50 ans, ce serait quand même bien que je passe les dernières 20 prochaines années avec quelque chose de vraiment sympa, avec une vie qui me ressemble et qui m'anime, qui vraiment m'illumine. Et en fait, ça a été ça. Comment je combine le voyage avec un talent d'écriture, et c'était de devenir en fait rédactrice web pour pouvoir travailler en ligne. Et puis après, bon, j'ai tout fait ça avec du prêt de plume, mais voilà, pour finalement devenir petit à petit nomade digital, c'est-à-dire je pars quand je veux. J'ai mon chez moi, ma petite cabane, mon petit cocon, et à un moment donné, ras-le-bol, voilà, je pars en voyage. Et c'est un processus qui s'initie, c'est-à-dire ça commence vraiment par un ras-le-bol, j'en ai marre d'être chez moi. Et donc ça commence par le sac à dos. Moi, je ne voyage jamais avec une valise à roulettes, je prends un sac à dos, donc je passe d'un mode j'ai tout mon confort à un mode minimaliste, c'est-à-dire je ne prends que l'indispensable, je chasse l'inutile, donc déjà il y a quand même une première purge matérielle. Ensuite, quand j'arrive à l'aéroport, c'est une deuxième étape du processus parce que mon identité se limite à ce qu'il y a écrit sur mon passeport, c'est-à-dire Estelle Fontaine, née le 10 juillet. Pour ceux qui voudraient me faire un cadeau, c'est bientôt. Et On a bien noté. Et donc voilà, donc je pars avec une identité d'un passeport et un état d'esprit de voyageuse. Donc voilà, je pars vraiment avec une nouvelle impulsion, une nouvelle identité. Et vraiment, quand je suis dans l'avion, quand on est sur le tarmac, donc l'avion, il se met en piste, et là, il commence à prendre son élan. Et à un moment donné, quand il décolle, qu'il commence à lever les roues, vous êtes plaqué contre le fauteuil. Et moi, c'est ce moment-là où j'adore. Et les gens flippent. Moi, c'est le moment où j'adore. C'est vraiment je vais prendre une expression française, mais c'est un grand kiff. C'est là, je suis plaquée. Et là, je me dis, ça y est, c'est bon. Et en fait, toutes les embrouilles, les émotions négatives, tous les trucs un peu pourris des derniers mois, allez hop, je lâche ça sur le tarmac et je m'envole. Et donc, j'aime bien faire les grands voyages. Donc, j'arrive forcément dans une autre culture, un pays qui ne parle pas ma langue natale. Donc, tout est nouveau. L'organisation, les us et coutumes, l'alimentation. Mais c'est cette nouveauté, en fait, que je viens chercher. Et ça crée vraiment une ouverture d'esprit. C'est comme si, en fait, je sais pas, on imagine une petite porte là qui s'ouvre. Donc, ça fait, sur mon front, là, ça crée une ouverture. Et en fait, tout ce qui m'entoure vient m'enrichir. Et c'est ce qui... Alors, en plus, j'aime beaucoup l'Amérique du Sud. Enfin, je suis vraiment hispanophile, hispanophone, latinophone. Donc, toutes ces cultures... très, très chaleureuse, très ouverte, voilà. Donc je prends ma dose parce que nous en français on est un petit peu frileux, un petit peu réservé. Donc là je prends une bonne dose d'humanité dans tout ce qu'elle a de meilleur. Et voilà. Et en fait c'est le fait d'être en voyage, en escale, en découverte. Et c'est mon esprit qui vient vraiment s'enrichir. Et ça fait place à plein de nouvelles choses, donc plein de remises en perspective. Vraiment, c'est une nouveauté qui s'installe et je repars avec une richesse d'esprit et je reviens, mais sereine, quoi, et avec plein de projets en tête. Donc voilà, c'est aussi le plaisir de rentrer pour mettre en place les projets. Et puis, je le réinjecte en fait dans ma vie en tant qu'auteur et puis rédactrice et prête-plume.
puisque j'aide les entrepreneurs dans leur voyage de vie pour le raconter justement. Et donc, j'ai souvent affaire à des, on va dire, à des femmes d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, ou des hommes qui ont vraiment, on va dire, accepté leur part de féminité. Et, et en fait, ils sont comme un nouveau pays à explorer pour moi, donc il faut que je les découvre, il faut que je comprenne leurs valeurs, leur culture, leurs us et coutumes. Donc c'est un autre univers, donc finalement je reste chez moi, mais je découvre encore quelque chose. Et le voyage que l'on fait ensemble, enfin c'est la collaboration que l'on fait ensemble, c'est un voyage. Donc j'ai cette personne et on va vivre un temps comme si on était compagnons de voyage, mais c'est sa vie en fait qui vient m'alimenter. Et puis il faut que j'en fasse un récit. Donc comme j'ai une formation de scénariste, donc ça va assez vite pour animer le récit. Et c'est vraiment une rencontre, une découverte. Et le récit que j'en fais, je l'écris comme un récit de voyage. Donc cette personne-là, à un moment donné, soit elle a décidé de changer de vie pour telle raison, soit elle a une mission de vie et maintenant elle veut la mettre en œuvre, soit elle a des valeurs de partage. Et là où je rejoins Anne, c'est que moi j'aime aussi beaucoup aider les gens pour faire leur récit de vie, parce que voilà, idéalement, là, je trouve que la femme, je prends une femme de 50 ans en fait, elle est vraiment un relais témoin entre les parents vieillissants, donc là les sweet papis, les sweet mamies, et voilà, on sait qu'ils vieillissent, même si c'est dur à accepter, on va dire qu'ils sont encore une relative autonomie intellectuelle surtout, et elle est au milieu entre ses parents vieillissants ou des ados ou jeunes adultes. Et donc voilà, il faut faire le passage de relais, et c'est ce récit qui pour moi est important, dans ce que aussi expliquait Anne, pour laisser une trace. Voilà. Absolument. Wow, Estelle. Écoute, moi, j'ai une question, ça m'amène une question. Quand tu parles de voyage, est-ce qu'on parle de voyage de 2 semaines ou de 2 mois? On est plutôt sur 2 mois. Si tu as une petite remise en question, tu peux partir un long week-end. Mais franchement, pour avoir testé la formule, je dirais en fait la première semaine, c'est tu commences à quitter ton armure, on va dire. La deuxième semaine, tu commences à être à l'aise. Pas forcément qu'à cause du burrito, hein, mais voilà, tu as une certaine aisance. La troisième semaine, tu dis: «Purée, je me sens bien quand même», et en fait, je trouve que pour aboutir le processus, alors si vous avez la possibilité, hein, faites-le, un bon mois, je dirais. Un bon mois, ça c'est assez intéressant. Après, je dis c'est à chacun d'inventer son nomadisme digital, hein. Je suppose que tu as besoin de travailler en même temps. Mais même si c'est pour une réflexion personnelle, isolez-vous un long week-end de 4 jours et vous verrez la vie différemment. Si vous êtes dans le nord, vous allez dans le sud. Si vous êtes dans le sud, vous allez dans le nord. Choisissez vraiment vos extrêmes. Et comme voilà, il n'y aura plus de repères, et ben vous lâcherez justement ces fameux lâcher prise dont tout le monde parle. Faut aller ailleurs pour lâcher, sinon vous gardez tout. C'est super intéressant ce que tu dis, Estelle, parce que je reviens sur le terme des étapes du voyage quand tu pars sur une certaine période et les sensations que ça peut te faire au fur et à mesure des jours que tu t'éloignes de ton quotidien Mmh. habituel. Et ça, c'est vrai que plus c'est long, moi, il m'est arrivé de partir 2 mois aussi, et plus c'est long et plus tu sens que tu te détaches de plus en plus et qu'à un moment, tu te dis: «Mais je serais incapable de revenir, de revenir normalement». Et c'est là que tu sens que le voyage est extraordinaire. Ah, j'ajoute aussi, c'est que tu reviens pas normalement, en fait. C'est le fait faut voir ça comme une purge. Alors il y en a qui font souvent des métaphores avec l'oignon, on enlève les plures, mais c'est vraiment, tu enlèves tout le superflu parce que tu te rends compte que tu t'encombres de plein de choses, pas forcément utiles, et en fait, quand tu reviens qu'avec ton essence. C'est vrai, et c'est là où pour savoir, qui tu es, enfin, qu'est-ce que tu veux vraiment être, ce que tu veux vouloir transmettre, donc ça te ramène à ton être à toi, donc c'est une redécouverte ou une découverte, parce que quelquefois, d'un seul coup, tu peux avoir des changements de vie, si tu as besoin. Après, c'est chacun ses incidents de vie, ses accidents de vie, et le voyage peut le réparer. Mais de toute façon, ça va te ramener à ton essence. Et par rapport
voilà, la thématique de Anne, c'est vrai enfin, quand elle me parle, moi, ça me parle énormément. En plus, moi, j'ai eu des grands-mères Alzheimer, donc moi, elles sont parties avec tout, en fait. Et j'ai pas eu le temps parce qu'elles sont parties, j'étais adolescente. Donc, j'ai vraiment un manque, j'ai vraiment un membre fantôme, parce que c'est des membres de ma famille, mais elles sont parties avec l'histoire. Et moi, quand j'étais adolescente, j'avais pas l'idée de demander à ma grand-mère de me raconter tout. Donc là, c'est vrai que je demande énormément à ma mère, qui est un petit peu envahie de questions et qui ne sait plus comment faire, mais je vois C'est important. l'importance, quoi. Quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte, mais c'est vraiment, je trouve que la femme de 40 et 50 ans, elle a ce devoir familial, en fait. Et bon, c'est une mission en plus, mesdames, je suis vraiment désolée, mais je pense qu'on a la féminité, la fibre pour le vivre et le comprendre et le mettre en œuvre. Mhm. Est-ce que je peux encore poser une question pour Estelle? Parce que tu parlais de nomadisme numérique, c'est ça, Ouais. hein, c'est le terme que tu as utilisé? Parce que je me disais justement, en ces 2 mois de voyage, c'est très long, tu parlais de fait de travailler et toi, tu arrives à combiner les 2? Ah bah moi, ça a été. Alors, quand tu sors de 25 ans de salariat, je veux dire, le premier voyage nomade en tant que nomade, je l'ai senti passer. Hein, je ne vais pas vous le cacher que je suis partie la bouche en cœur, mais il y a quand même eu certains moments de solitude et d'inquiétude. En disant, comment je vais faire? Et là, tu dis, super, c'est bientôt Noël, tout le monde, personne ne sera là. Mais moi, ça m'a aidé justement dans mon organisation en me disant, qu'est-ce qui est essentiel? Parce que sinon, j'aurais eu tendance à me laisser porter par ce qu'on appelle, en expression française, les usines à gaz. C'est-à-dire que tu développes des trucs, mais alors hyper chiadés, qui te prennent mais des milliers d'heures. Et quand tu fais en fait une analyse de rentabilité, bah, tu es proche de zéro quand même. Alors que le nomadisme digital, bah, en fait, j'ai travaillé de toute façon, puisque tu as tes échéances, mais tu vas être hyper performante parce que tu vas, encore une fois, évacuer l'inutile. Ça ne me sert pas. Ça me sert. Comment je travaille au plus vite. Donc, tu reprends pied avec des notions de productivité, efficacité et efficience. Ce sont 3 choses différentes. Et ça, quand tu es en voyage, bah, tu n'as pas d'autre choix que d'être efficiente. Je devrais voyager plus, en fait. Ah, mais Avec moi, les chiens. j'ai proposé dans un épisode en disant, enfin voilà, partez pas tout de suite de moi, hein, c'est pas la peine de vous fracasser si déjà vous n'avez pas l'habitude de voyager, s'il faut gérer la peur de l'avion. Enfin, n'accumulez pas comment dire, les aléas du voyage, parce qu'il faut quand même avoir un état d'esprit passez-moi l'expression, à gérer les emmerdes. Donc, si vous parlez pas la langue, si Si l'idée vous de pas aimez pas la savoir, nourriture. oui, si vous êtes fragile des intestins, moi là, j'irai pas, mais ou l'idée de pas savoir où tu vas dormir le lendemain, ça t'angoisse, bah, tu prends une formule all inclusive, c'est pas grave. Il y a d'autres façons, ouais. Mmh. Mais l'idée, c'est, moi, je dis toujours: «Partez 4 jours». Voilà. Laissez partir 4 Excellent. jours. Oui, c'est vrai, je peux en parler des heures, donc Mmh. c'est la fin du voyage. Merci. J'arrête. Merci beaucoup, Estelle. Mais c'est tellement drôle parce qu'Estelle, généralement, qui ne parle pratiquement jamais, mais quand elle est partie, elle n'est plus arrêtable. On Le vient de voyage, découvrir le une voyage. Estelle. J'ai une capacité à naviguer dans les extrêmes. J'essaie mais j'y arrive pas. Ah, merveilleux. Merci de ton partage, c'est Merci, extraordinaire. ça m'a fait plaisir. Angélique, à ton tour de nous raconter ton voyage. Yes, alors moi, les voyages, en vrai, je dis: «Il faudrait que je voyage plus», mais j'adore pas les longs voyages, parce que juste, je suis loin de mes chiens. Alors ça peut paraître bizarre, mais être très loin de mes chiens, sans mes chiens, c'est pas toujours les meilleures vacances pour moi. Je suis belge, donc quand je vais en vacances loin, pour moi, c'est la Bretagne, tu vois? Là où je prends mes chiens avec moi. Mais je fais quand même de temps en temps plaisir à ma famille, donc je pars un peu loin et c'était il y a 3 ans, je pense. On était à Bali. C'était pour le mariage de la cousine de mon mari, et moi, ce qui m'a impressionnée là-bas, c'est la quantité de chiens errants ou de chiens propriétaires, mais qui sont, libres dans la rue et la façon dont tout se passe bien entre tous ces chiens. Quand je dis la quantité, c'est des dizaines de chiens qui vivent dans la rue. Alors ils sont nourris, plus ou moins, ils sont pas en très bonne santé et cetera, mais ils s'autogèrent entre eux. C'est vraiment des groupes sociaux et j'ai pas vu de bagarre, j'ai pas vu de chiens surexcités, j'ai pas vu, de chiens agressifs, j'ai juste vu des chiens qui avaient l'air, cool, en fait.
et moi, ça m'a vraiment interpellée par rapport à nos chiens en Occident, nos chiens dans nos sociétés où, ben, moi, c'est mon job, hein, de m'occuper des chiens qui ont des problèmes de comportement, des chiens, je ne veux pas utiliser de terme humain pour eux, mais névrosés dans le sens où qui savent pas gérer leurs émotions, qui deviennent surexcités quand ils voient un autre chien, dont on sait rien faire ou ce genre de choses, et je me suis vraiment posé la question de savoir, mais quelle est la différence entre ces chiens là-bas dont les voilà, la santé n'est pas bonne, il n'y a pas spécialement d'humains qui s'en occupent et cetera, et pourtant ils avaient l'air bien plus épanouis que la majorité des chiens que je croise chez nous. Mmh. Et la réponse une des réponses par rapport à ces chiens errants, bah, c'est le fait qu'il y ait pas d'humain qui s'occupe d'eux et qui les court-circuite, Oui. et ça peut paraître un peu triste, hein, comme constat, mais Mmh. à quel point l'humain a tendance à vouloir humaniser le chien. Pourtant, je suis la première à dormir avec les chiens dans mon lit, donc voilà, c'est loin d'être une critique et je dis ça en toute bienveillance. Mais je constate aussi qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, les chiens, ils étaient encore là comme une activité de la famille. Or, aujourd'hui, ils sont pris comme un chien de compagnie, et l'humain, il trouve toutes ses activités à l'extérieur de la maison, et le chien, il doit juste attendre que l'humain soit disposé à peut-être un peu s'occuper de lui, et il y avait vraiment cet énorme écart donc avec ces chiens, à Bali et les chiens chez nous qui n'ont finalement plus rien à faire, qui n'ont pas de besoins comblés, parce qu'en gros, c'est ça, hein. À Bali, les chiens, ils ont leur besoin social canin comblé, le besoin alimentaire de par la proximité, tous ces petits restaurants, et cetera, ils l'ont aussi. Je suis pas sûre que le besoin de sécurité soit là, ça je sais pas, mais en tout cas, le besoin olfactif, tout ça, les chiens l'ont en fait, et c'est tout ce qu'on leur offre pas, et je trouve ça très intéressant et interpellant comme constat en tout cas, de se dire: «Tiens, on pense offrir le meilleur à nos chiens, mais finalement, c'est quoi le meilleur?» Mmh. C'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à ces voyages. Et ça m'amène une question, Angélique. Comment on pourrait, justement, dans ici, faire que, on puisse redonner aux chiens une partie, justement, de ça? C'est quoi la recette qu'on pourrait mettre en place? Merci pour cette question, Lucie, j'adore parce que c'est un des sujets du podcast que je vais développer là bientôt, c'est justement quels sont les besoins des chiens, comment les identifier en termes de chiens, canins, et pas en termes d'humains, Mmh, avec leur vision à eux, et comment faire pour combler ces besoins. Ben, tu as déjà le côté arrêter d'isoler les chiens. mmh. On a souvent un chien unique parce qu'on pense que c'est le plus facile pour nous, mais du coup, avoir 2 chiens, ça peut être bien plus bénéfique pour lui, pour le chien. Donc avoir plusieurs chiens, leur permettre des rencontres sociales en liberté entre eux, c'est aussi leur donner des activités olfactives. Vraiment permettre aux chiens de sentir en balade. Vous voyez, je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui se baladent avec leurs chiens et qui empêchent de sentir des odeurs parce que c'est sale, parce qu'ils risquent d'attraper une maladie, et cetera. Mais en fait, c'est des chiens. Mmh. Et ils ont besoin de sentir, ils ont besoin de découvrir le monde. Ils vivent dans un monde olfactif, là où nous, on vit dans un monde visuel, et en fait, on a 2 mondes différents et on a tendance à oublier que le leur n'est pas le même que le nôtre. Oh, intéressant. Écoute, près de chez moi, il y a une garderie pour chiens. En Ah mais fait, c'est on peut oui, aller porter les chiens comme dans une garderie d'enfants où est-ce qu'ils vont jouer avec d'autres chiens. Ils vont s'amuser dans la journée et je pense que de plus en plus, on va commencer à oui, en voir des choses comme ça oui. parce que des gens comme toi qui amènent cette sensibilité-là, c'est important, là. Merci beaucoup, et c'est vrai que chez nous, il y en a de plus en plus des garderies, des crèches canines, en fait, Ouais. ou des particuliers qui prennent un ou 2 chiens à la journée. Dans mes élèves, il y en a qui font ça, qui se rendent compte que laisser un chien 8 heures par jour tout seul à la maison, c'est pas correct. Certains, ils vont jusqu'à dire que c'est limite de la maltraitance, de laisser un chien s'ennuyer aussi longtemps et puis de rentrer et se dire: «Mais je vais faire les devoirs, je vais faire le repas, et cetera», et le chien passe après tout ça. Et Mmh. donc effectivement, il se développe cette conscience-là que le chien, il a aussi besoin de faire des choses la journée, et tu as des gardiens de chiens, tu as des promeneurs de chiens et tu as des crèches canines la journée, en effet. Wow, vraiment intéressant. Écoutez, oui, Estelle, tu avais une question? Vas-y. Oui, c'est vrai que par rapport à tout ce que dit Angélique, moi, c'est très récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux, en fait, un vétérinaire qui sensibilisait au fait qu'il y avait des chiens déprimés. Bah, je dis: «C'est quoi ce Ouais. truc?» Mmh. En fait, il expliquait, alors notamment tous ceux qui, alors je suis obligée de cibler des gens, mais tout ce qui est influenceurs, donc qui prennent leur chien pour un trophée. En fait, il disait que ce genre de ça change complètement la relation, chien-maître, où, Mmh. bah, la valorisation est pas du tout la même, enfin, on sort d'une normalité, et on entre dans un autre univers,
et en fait, ça, répété, et ben, le chien développe une dépression, en fait, et elle disait qu'il fallait quand même faire attention et qu'on prenait pas un chien comme ça pour, déjà pas d'une manière si égoïste que ça. C'est sûr, c'est aussi pour soi, mais il faut envisager aussi la relation et qu'est-ce qu'elle va être et comment on va la mettre en œuvre. Et malheureusement, je pense qu'on a attendu les dégâts pour pouvoir commencer à en parler Mmh. parce que c'est un sujet, enfin, c'est vrai que la dépression des chiens, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «C'est quoi ce sujet?» Mais si, si, Et et elle non, le prouvait, enfin avec des images, puis en montrant, bah, comme chez les humains, en fait, quand on voit par exemple, des enfants qui se balancent comme ça, on se dit qu'il y a un problème, donc c'est les mêmes mécaniques. En fait, les chiens ont développé les mêmes mécaniques que des enfants ou des adultes, en pleine dépression ou vraiment en situation, on va dire, mentale, de santé mentale, défaillante. et tu as tout à fait raison et il y en a beaucoup. Alors, tu as beaucoup de chiens qu'on dit, toqués qui développent des TOC, hein, des troubles obsessionnels compulsifs. Ceux-là, les gens vont consulter avec eux, vont venir, nous voir. Mais après, tu as aussi tous les chiens qui sont complètement éteints. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont plus vraiment de vie et malheureusement pour ces chiens-là, en général, comme ils posent pas de problème à l'être humain et à leur société et à la société, bah, on a tendance un peu à les laisser dans ce mode-là, en se disant: «Beh, mon chien, il est cool, juste il attend que je rentre» et cetera et bien souvent, on se rend pas compte de tout l'ennui et de toute la détresse qu'il y a derrière ce non-comportement, en fait. Wow! Écoute, on va suivre ton podcast avec une grande attention. Vas-y, Anne, oui. J'ai juste 2 secondes parce que, dans les EHPAD avec les Sweet Papis, ils ont de plus en plus, d'interventions, de personnes avec des animaux et entre autres avec des Mmh. chiens. Et moi, le Sweet Papi, une fois par semaine, j'ai une de mes cousines qui vient avec sa chienne, qui lui Mmh. laisse pendant 1 heure et à ce moment-là, il a tous les autres Sweet Papi et Mamie qui se mettent autour de lui et qui caressent le chien et tu les vois tous avec des grands, grands sourires. Voilà, Ouais. Ah, Wow! c'est chouette, ça devrait être tellement plus répandu ce genre de choses. tout à fait. Écoute, Lucie, c'est c'est à à force d'en toi! parler. Ça va être à force d'en parler, hein, qu'on va réussir à Oui. changer les choses, puis à Ouais. avoir des podcasts comme le tien, Angélique, qui va changer. Wow, super. Écoutez les filles, moi, en fait, un entrepreneur doit faire une différence entre un voyage et des vacances. Pendant plusieurs années que j'ai travaillé des 50, 60 heures par semaine, je n'ai jamais fait de voyage. J'ai pris des vacances pour aller m'échouer sur le bord de la mer parce que j'étais brûlée, épuisée et tout ce que je voulais, c'était dormir parce que je dormais pas le reste du temps. Et à la fin, je me souviens, quand j'ai vendu mon entreprise en 2018, je partais 4 fois par année pour être capable de continuer le reste de l'année. Pour être capable de continuer les mois suivants. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris la différence entre des vacances et un voyage. Donc pour moi, prendre des vacances, c'est parce que tu es brûlé, épuisé, puis un voyage, tu t'en vas à la découverte. Et quand j'ai vendu mon entreprise en 2018, moi et mon conjoint avait un rêve et j'y avais annoncé 2 ans avant qu'on allait aller vivre son rêve qui était d'aller voir les pyramides en Égypte. Donc, je lui ai annoncé, puis on a travaillé, pendant 2 ans à découvrir l'Égypte avant d'y aller. Donc, écoute, tout ce qui passait à la télé, tout il fallait écouter des des films sur l'Égypte. Là, je disais: «Ben, oui, mais on va tout le savoir avant d'y aller». Puis là, «Ben, c'est pas grave parce qu'on va les voir, puis on va savoir de quoi ça parle». Puis écoute, on a vécu vraiment 2 ans de préparation de ce voyage-là qui a été extraordinaire. Mais où est-ce que je me suis confrontée, c'est quand est arrivé le temps de préparer ce voyage-là, étant donné que je savais que quand moi j'allais en voyage, on en parlait tantôt, Estelle, quand tu disais: «Ça prend du temps avant de se déposer puis de se mettre dans une mode vacances» et j'ai été obligée de me chicaner avec mon agent de voyage pour dire: «Moi, je veux arriver là-bas et la première semaine, je veux me reposer». Ensuite, je veux voyager. Ensuite, je veux visiter. Ensuite parce qu'ensuite, je vais être reposée et je vais être toute là durant mon voyage. Puis là, elle disait: «Ben non, ben, c'est parce que toutes les autres, là, des voyages organisés, là, c'est l'inverse, là, tu sais, on se repose à la fin avant de revenir». Oui, mais je dis: «Tu comprends pas, là. Moi, ce qui est important dans ce voyage-là, c'est de profiter du voyage. Je veux pas me reposer avant de revenir, je veux me reposer quand je suis arrivée». Et c'est à ce moment-là
que l'idée de partir ma propre agence de voyage pour faire des voyages autrement est née, en fait. Et c'est ce qui a amené à créer mon agence de voyage, Voyage d'Éductible, parce que je me disais, je sais qu'est-ce que mes entrepreneurs ont besoin de vacances autrement. C'est pas vrai qu'on arrive là-bas puis qu'on est en pleine forme pour voyager quand on est brûlé, puis on est fatigué, puis que là, on a les enfants, puis ça tu sais, que tout le monde est énervé, tout le monde est fait qu'on a pris le temps de se déposer, on a pris le temps de se reposer, puis ensuite, on a visité l'Égypte. Écoutez, je vous laisse le je vous laisse le souhait de vous-même pouvoir découvrir l'Égypte un jour. À mon avis, c'est ce qu'on a de plus beau sur terre en ce moment. Parce qu'on est tellement petit à côté d'un temple immense qui a été créé par des hommes. On est tellement petit par rapport à tout ce qui a été construit par rapport aux pyramides, par rapport moi, là, c'est inexplicable. Même si je regarde, puis aujourd'hui, on vit encore ce voyage-là. J'ai acheté un cadre où est-ce que les photos tournent. Les photos, ils sont juste à côté. On a 5-6 marches pour monter entre mon salon et ma cuisine. Puis le cadre de photos, il est là. Et moi et mon conjoint, pratiquement tous les fois qu'on doit monter les marches, on s'arrête, puis on regarde les photos qui sont en train de tourner pour se rappeler les moments qu'on a passés là-bas, tellement que ça a été un voyage extraordinaire. Donc, moi, ce que je dis aux gens, je ne veux pas vous raconter ce que j'ai vécu là-bas. Je vous souhaite de vivre le voyage que j'ai vécu là-bas parce que c'était vraiment extraordinaire. Il y a des choses que j'ai faites que je ne referai plus jamais, là. Tu disais: «Estelle, tu pars avec un sac à dos». Nous, on est partis avec, une petite valise, une grosse valise chacun et une valise extra pour ramener des cadeaux. Et voyager avec 5 valises à 2 là, ça, je ne le ferai plus jamais, OK? Tu as compris? Et il faut comprendre qu'on a pris 11 avions durant le voyage. Donc traîner 5 valises dans 11 avions, puis des fois, il fallait courir entre 2 avions parce que, bon, tu sais, il y avait des interconnexions, puis on était toujours serrés dans le temps. Donc, j'ai appris beaucoup durant ce voyage-là, mais j'ai appris aussi qu'il fallait faire les choses autrement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'accompagne mes entrepreneurs à vivre une expérience dans leur voyage. Exemple, tu sais, si je m'en vais, puis je l'ai vécu avec vous, les filles, puis merci à Paris, Anne, qui a été mon guide extraordinaire à Paris. Puis là, quand on se promenait à Paris, je me disais: «Ah, ici, on pourrait louer des petites trottinettes pendant 1 heure puis visiter Paris avec des trottinettes». Ah, j'ai dit: «Ben ça, c'est quelque chose que tu vois, on the spot, je rajouterais dans un voyage client». À un autre endroit, on pouvait louer un petit kart pendant 1 heure, on pouvait se promener en kart. Je disais: «Ah, ça, dans un voyage client, il me semble que je Un rajouterais ça dans tuk-tuk. le». Donc, tu sais, sur le moment présent, qu'est-ce que je peux faire pour vivre une expérience? Et moi, c'est ça que je veux créer dans les voyages que je vais accompagner. Dire, ben, est-ce qu'on peut, on the spot, décider qu'on va faire quelque chose, puis que ça va être quelque chose de différent. Et quand on va revenir, tout le monde va dire, wow, j'ai vécu un moment spécial. Et ça, pour moi, c'est ça, un voyage. Donc, voilà. Fait que, écoutez, c'est ce qui met fin à nos histoires. Donc, merci beaucoup. Oui, Angélique? Excuse-moi, avant de clôturer, hein, je voudrais juste te remercier et te dire que ça fait vraiment écho en moi ce que tu dis et que j'aimerais beaucoup, je pense, voyager avec toi dans ce genre de voyage, parce que j'ai fait un voyage en Égypte pour le coup l'année passée, un voyage avec les dauphins, tu vois, sur un bateau et cetera et Mmh. j'étais tellement au bout, j'avais brûlé tellement toute mon énergie que les 4 premiers jours, j'ai dormi en moyenne entre 16 et 20 heures sur 24 et Ouais, j'étais incapable de faire autre chose. Mon corps a vraiment complètement lâché ouais. et encore une chance, on était sur un bateau à ne rien faire, donc j'ai pu profiter Mmh. de la fin du séjour. Mais si j'avais eu un autre voyage, j'aurais pas pu. Et donc effectivement, ça me parle beaucoup ce que tu dis, de d'abord prendre du temps pour se poser, pour se ressourcer, avant de repartir sur autre chose.
Donc Tout ça à ça fait fait. vraiment écho. Oui. Tout à fait, parce que, tu sais, on court toute notre vie comme Oui. entrepreneur, puis quand on arrive en voyage, vacances ou peu importe comment qu'on le nomme, ce qu'on veut, c'est avoir des bons moments. Mais comment on peut avoir des bons moments quand on arrive là complètement brûlé, Mmh mh. épuisé et qu'on n'a pas eu le temps de reconnecter avec notre famille Oui, c'est ou ça. de reconnecter avec les gens qui sont alentour de nous? Puis tu sais, fait que tout le monde est sur sa propre planète, puis personne communique. Donc, je pense que pour moi, vivre un voyage, ça prend de ça. Ça prend de ça au début, juste être capable de se poser, de reconnecter avec les gens alentour de nous. Oui, Anne? Alors moi, je voulais dire que Sweet Papy, il a donc voyagé, toute sa vie. Il a travaillé pendant 45 ans et que le dernier voyage qu'il a fait avec, en tant que professionnel, hein, il a fait un voyage très court. Il est arrivé à 6 heures du matin pour pouvoir vite se glisser dans son lit et il a dit: «Plus jamais je ne voyagerai et je voudrais dormir toutes les nuits dans mon lit». Voilà, et c'est ce qu'il fait Donc aujourd'hui, hein. Depuis 30 ans, même plus, il n'est pas parti en voyage et il dort dans son lit. Il en est très heureux. Tu vois? ça Comme prend un quoi, hein. équilibre, hein? Un Voilà, équilibre de vie, comme un équilibre dans les voyages, comme un voilà, équilibre dans tout les à fait. vacances Mais et et c'est on un a vrai bonheur tendance de en tant voyager. qu'entrepreneur à oublier l'équilibre. Tout à Ouais. fait. Tout à fait. Écoutez, j'aimerais ça que rapidement vous rappeliez le nom de vos podcasts, les filles, s'il vous plaît. Donc, les gens peuvent vous retrouver. Anne, Sur Sweet Papi Podcast, tout court. excellent. Estelle, Billets d'humeur, billets d'humour. super. Angélique La voix qui a du chien. et Lucie? mon propre podcast Fais voyager ton entreprise. Donc, ceci met fin à notre carnaval. Merci les filles, merci les auditeurs Merci d'avoir Lucie, merci suivi Merci. Angélique. notre carnaval et nous, on se donne un rendez-vous dans chacun de nos podcasts. Donc, à bientôt tout le monde. Merci, merci. Ciao, ciao. Ciao. Merci, bye.